Salut à tous, bienvenue dans le Deep Dive Intelligence Brief de Daniel Davis, où on vous apporte le meilleur de ce qu'on a appris cette semaine et les infos les plus importantes de la nuit. En ce moment, il se passe vraiment plein de choses. Le président Trump devait aller au mariage de son fils, il devait partir en Floride. Et puis, scène spectaculaire, le cortège présidentiel fonce de nouveau vers le Capitole, direction la Maison-Blanche. Et là, tout le monde se dit, ça y est, la guerre va commencer ce soir. Et puis finalement, non, elle ne commence pas. Mais les négociations continuent. Le président Trump veut laisser un peu plus de temps pour ça. Et pendant ce temps, il y a toute une agitation au Moyen-Orient. Tout ça, c'est arrivé juste ces dernières heures. Bon, oubliez les dernières 24 heures, ou même la nuit dernière. Les choses bougent encore ce matin, pendant qu'on se prépare pour l'émission ici. Alors, laissez-moi vous remettre à jour sur la situation. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de discussions sur d'éventuelles négociations, mais moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que beaucoup de gens parlent, soyons clairs, mais je ne crois pas qu'il y ait de vraies négociations en cours. À mon avis, chacun parle dans son coin, à gauche comme à droite, en espérant contre toute attente que l'autre camp finisse par faire ce qu'il veut. Mais ça, ce n'est pas une négociation. Et pour être clair, une négociation, ça veut dire qu'on donne quelque chose pour obtenir quelque chose. Les deux parties doivent être prêtes à le faire. Pas une seule. Les deux. Et si les deux parties ne le sont pas, alors il n'y a pas de négociation. Et en ce moment, on dirait bien qu'aucune des deux n'est prête à faire beaucoup de concessions. On va voir certains détails de tout ça au fur et à mesure. D'abord, regardons quelque chose que le président Trump a dit, où il parle un peu de l'Iran, mais aussi dans le contexte du Venezuela. Mais surtout, je veux que vous fassiez attention au sous-texte, parce que vous allez voir ce thème, malheureusement, revenir tout au long de cette émission. On ne peut pas avoir de négociation sans un minimum, un certain niveau de confiance que l'autre partie fera ce qu'elle a accepté de faire. Vous n'êtes pas obligé de les apprécier, pas du tout. Ce n'est même pas un élément de l'équation. Vous pouvez vous détester, mais il faut quand même un minimum de confiance. Juste assez pour croire que chaque camp fera ce qu'il a promis. Prenez simplement le traité de Versailles, celui qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Croyez-moi, il y avait énormément d'animosité et de haine entre les parties, mais au moins, ils se sont assis autour d'une table pour conclure un accord. Bien sûr, c'était un mauvais accord, qui a posé les bases 25 ans plus tard, de la Seconde Guerre mondiale. Ce que je veux dire, c'est que même entre des gens qui ne s'aiment pas, pour mettre fin à cette guerre, il y avait au moins un certain niveau de confiance, juste assez pour croire que chacun tiendrait parole. Et pendant un certain temps, c'est ce qu'ils ont fait. Tant qu'on n'en est pas là, il n'y aura pas de vraie négociation. Et sinon, il ne restera qu'une chose, le risque que tout cela finisse à nouveau en guerre. C'est ça, le fond du problème, dès le départ. Mais sur la question de la confiance, l'une des raisons pour lesquelles les Iraniens ne nous font pas confiance, c'est qu'on a tellement souvent parlé de tout ce qu'on disait, des négociations en cours, et puis ensuite on attaque, et tout le reste. Même sur des choses simples, des vérités élémentaires, il n'y a rien de vrai derrière. Et si on voit qu'on n'est pas capable de dire la vérité sur quoi que ce soit, pourquoi les gens croiraient-ils un seul mot de ce qu'on dit sur n'importe quel sujet? Par exemple, le président Trump, hier soir, je crois que c'était hier soir, s'adressait à une foule et se vantait en disant, en gros, tout ce que vous avez entendu sur les dépenses de cette guerre, eh bien, il s'avère qu'on a un compte bancaire supplémentaire et que quelqu'un d'autre paie la facture. Au fait, comment on s'en est sorti au Venezuela? Pas mal, non? C'est pour ça que j'ai dit non.
Vous savez, on a sorti tellement de pétrole du Venezuela qu'on a payé le coût de la guerre au moins 25 fois. Vous aviez entendu ça, vous? C'est à sens unique, tout ça. Oui, c'est à sens unique. Franchement, à première vue, qui aurait envie d'écouter ça? Dire que vous êtes entré dans un pays pour lui voler son pétrole et qu'en même temps, vous voulez négocier avec un autre pays. Vous pensez vraiment qu'ils vont vous croire? Mais encore plus important que ça, on a vu qu'il y avait un projet de loi au Congrès d'environ 200 milliards de dollars qu'il voulait faire passer pour financer toute cette guerre. Donc, 200 milliards, c'est ce qu'il a dit. Je crois que la moyenne, pendant les premières phases du conflit, tournait autour d'1 milliard de dollars par jour. Et il me semble avoir entendu que le coût total à ce moment-là atteignait 29 milliards. Bien sûr, le compteur continue de tourner avec toutes ses forces déployées sur le terrain. Alors vous choisissez soit 29 milliards, soit 200 milliards. C'est ce qu'on demandait au Congrès, et ainsi de suite. Mais quand on regarde ce qu'a dit notre responsable de l'énergie en février dernier, il a témoigné que les États-Unis avaient reçu 1 milliard, un seul, provenant du pétrole vénézuélien, et qu'il espérait en obtenir 5 de plus dans les 3 mois suivants. Donc février, mars, avril, mai, ce serait à peu près maintenant. Si tout ce qu'il a dit s'avérait exact, et c'est souvent le cas, mais admettons-lui le bénéfice du doute, ça ferait 6 milliards. Pas 29, pas 200, 6. Et cela voudrait dire qu'on prend littéralement chaque dollar issu de la vente du pétrole vénézuélien, qu'on le garde et qu'on l'injecte dans le Trésor national pour financer cette guerre ici. Or, rien ne prouve que ce soit le cas. En fait, ce qu'on a dit, c'est qu'on est dans un accord de coopération et qu'ils reçoivent une part, par pure générosité, par bonté de cœur. On leur permet de garder un peu d'argent provenant de leurs propres ressources, alors qu'en réalité, on leur en prend. Je ne sais pas comment les chiffres s'équilibrent, il n'en a donné aucun. Mais même avec ce qu'on sait, il n'y a rien de vrai dans ce qu'il affirme. Alors, toutes les personnes que vous avez vues dans cette salle, tout son public, qui applaudissait et acclamait, c'était formidable, c'était enthousiaste. Il disait « On croit chaque mot que vous dites ». Mais au fond, ça ne change rien. Ce qu'il croit n'a aucune importance sur le plan de la guerre. Et lui, il leur ment sans arrêt, dans tous les sens. Parce que la véritable cible de la tromperie principale du président Trump, ça a toujours été ses propres partisans. Ceux qui lui font le plus confiance sont justement ceux qui sont le plus trompés et trahis. C'est juste une des cruelles vérités qui un jour deviendront évidentes, qui finiront par se révéler. Il en paiera le prix. Parce qu'une fois que une fois que ses partisans les plus fidèles comprendront qu'ils ont été trompés depuis le début, qu'il s'est moqué d'eux, lui, celui à qui ils ont donné tout leur soutien, ce sera une journée très difficile pour le président Trump. Parce que quand tout s'effondrera, ce sera comme une falaise. Ils tomberont d'un coup et il n'y aura pas de retour possible. On n'en est pas encore là, mais ça viendra. Bon, un autre cas étrange, c'est celui de Marco Rubio. Je ne suis pas sûr si c'était hier soir ou aujourd'hui, mais il a fait quelques commentaires à ce sujet. Écoutez bien, au début, il parle d'une chose qu'il dit qu'on doit commencer à faire. Il faut qu'on commence à réfléchir à ce qu'on fait si dans quelques semaines, l'Iran décide de dire « on s'en fiche, on garde le détroit fermé, on coule tout navire qui ne nous écoute pas ou ne nous paie pas ». Dans ce cas, quelqu'un devra agir. Ils ne vont pas rouvrir le détroit de leur plein gré. Je sais qu'il existe un plan pour le cas où les tirs cesseraient, mais il faut aussi un plan B pour le cas où les tirs continueraient. Comment on rouvre le tour dans ce scénario? De quoi parlez-vous? On est quel jour aujourd'hui? Le 23 mai. Cette guerre a commencé le 28 février. Et maintenant,
vous voulez commencer à réfléchir à ce qu'on fait si on ne peut pas ouvrir le détroit d'Ormuz. Franchement, qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Vous avez là 2 des 3 plus hauts postes du pays. Dans ces 2 vidéos, on voit le numéro 1 et au moins le numéro 3, peut-être même le numéro 2 des États-Unis. Le secrétaire d'État, le président des États-Unis. Et il dit qu'il faut trouver un plan B. Comment est-ce possible de ne pas déjà avoir un plan B, C et D à ce stade? Vous auriez dû avoir au minimum un plan A, B et C avant même que tout commence, avant de tirer un seul missile, avant d'envoyer un seul navire au combat, avant de faire décoller un seul avion. Tu aurais dû dire, très bien, voilà comment on espère que ça va se passer. Mais si ça tourne mal, voici les 2 ou 3 choses qu'on fera ensuite. Si ça se passe très bien, mieux que prévu, eh bien, voici quelques options possibles. Voilà ce qu'on peut faire pour accélérer rapidement afin d'avoir les ressources nécessaires. Donc, si tout se passe vraiment bien, il faut que j'ai déjà les moyens en place pour en tirer parti. Si ça tourne mal, il faut que j'ai les ressources pour limiter les dégâts. Et il faut qu'on ait un plan. Tout ça doit être prêt avant même qu'un seul missile soit tiré. Ou du moins, ça devrait l'être, si on a un minimum de bon sens et de maturité. Et on est en droit de se demander, est-ce qu'on a ça, à quelque niveau que ce soit, dans ce gouvernement? Et puis là, au 3e ou 4e mois de cette guerre, le secrétaire d'État dit « il faut qu'on trouve une solution ». Et si eux continuent à faire ce qu'ils font depuis le premier jour, il faut prévoir un plan B. Donc pendant qu'on essaye soi-disant de négocier la fin de cette guerre, on cherche en même temps un plan B. Alors il y a eu beaucoup de discussions à propos de certains événements samedi. Enfin, je crois que c'était de vendredi à samedi. Pardon, de jeudi soir à vendredi. Et ça a continué jusqu'à samedi. Beaucoup d'agitation dans les médias occidentaux, surtout sur X et sur plusieurs autres réseaux sociaux, disant qu'on y était presque, qu'on avait presque un accord, que tout était sur le point d'aboutir. On essaie juste de finaliser les choses. Peut-être que ce sera une négociation de fin de guerre et que ça ouvrira ensuite une période d'environ 30 jours de discussion sur tous les détails. Mais ce sera bien une vraie fin de guerre et tout ce qui va avec. Il n'y avait aucune vérité là-dedans non plus. Tout ça, c'était un mensonge. C'est la 7e, la 8e, peut-être même la 10e fois qu'un truc comme ça arrive. Je vais vous dire exactement ce que c'était, mais en me basant sur des preuves. C'était encore une tentative de manipuler les marchés pour faire, un vendredi, monter la bourse et baisser le prix du pétrole. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc quelqu'un, d'après les rapports que j'ai vus, a encore gagné beaucoup d'argent. Il n'y avait rien de vrai là-dedans. Donc, encore une fois, quelqu'un qui a des liens directs avec le président Trump lui-même, parce que ces gens savent quand il va faire des annonces, et ils savent aussi quand des fuites vont être données aux habitués. CBS News, Axios, Bloomberg, Fox News, bien sûr, tous ces médias reçoivent ces infos. Ils les publient, et ça a les effets attendus sur les marchés. Les cours montent ou descendent, selon le sujet. Et quelqu'un qui sait déjà ce qui va se passer a pris des positions sur les marchés pour en profiter à l'avance, quel que soit le sens du mouvement. Mais en réalité, il n'y avait aucune négociation. Écoutez, on ne peut pas mener une négociation de fin de guerre simplement en s'envoyant des messages par intermédiaire. Tout ça, et c'est bien ce qui se passe d'ailleurs, il y a des échanges par intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran. Tout ça ne sert qu'à préparer les vraies négociations. Il faut d'abord arriver à un point où, disons, on est au moins dans le même périmètre. Et là, on peut se dire, bon, maintenant, rencontrons-nous. On ne peut pas aboutir à une négociation de fin de guerre sans que les principaux responsables soient assis à la même table. Le secrétaire d'État ou quelqu'un au niveau du vice-président, quelqu'un de ce rang-là. On n'en est même pas encore là, donc personne ne devrait croire le contraire.
Mais c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un monde où certains peuvent gagner des milliards de dollars, hauling, des individus qui ont déjà des centaines de millions à investir dans ces contrats et qui finissent par toucher des sommes colossales. Les gens disent « oui, on enquête là-dessus », mais au final, il ne se passe jamais rien et les transactions continuent comme si de rien n'était. Je l'ai déjà dit, et voilà encore un exemple. On est devenu un pays qui n'est plus vraiment gouverné par l'état de droit. Que ce soit le droit international, la Constitution ou les lois financières, comme dans ce cas, plus personne ne s'en soucie, parce que tous les leviers du pouvoir sont entre les mains de Dieu et de ses plus proches amis, ceux qui en profitent directement. Ils ne vont pas s'enquêter eux-mêmes. Voilà où on en est. Et ça, c'est déjà un problème intérieur dont on doit se préoccuper. Mais la question c'est, comment tout ça influence ce qui se passe à l'international? Laissez-moi juste vous montrer 2 ou 3 choses depuis hier soir et ce matin. Hier, le maréchal pakistanais Azim Munir a rencontré Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères. La réunion s'est prolongée tard dans la nuit. Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les derniers efforts diplomatiques et les initiatives visant à éviter une escalade des tensions et à mettre fin à la guerre imposée par les États. Et puis ce matin, il y a eu une autre rencontre. Selon les médias d'État, le principal négociateur iranien, Ghalibaf, a de nouveau rencontré le chef de l'armée pakistanaise, Munir. Donc, il communique beaucoup en ce moment. Après cette discussion, Ghalibaf, voyons, c'était à 7h28, donc il y a un peu plus d'1 heure et demie au moment où nous enregistrons cette émission. Ghalibaf met en garde Trump. Nous ne ferons aucun compromis sur les droits de notre nation et de notre pays, surtout pas avec un camp qui n'a aucune honnêteté et en qui on ne peut pas avoir confiance. Encore ce mot, oui. Nos forces armées se sont reconstruites pendant la trêve. Si Trump relance la guerre de façon insensée, elle sera sans aucun doute plus écrasante et plus amère pour les États-Unis que le premier jour du conflit. Et ces derniers jours, d'autres rapports sont apparus. La partie iranienne a déclaré « Écoutez, non seulement nous allons reprendre ce que nous faisions avant, mais les médias occidentaux ont maintenant confirmé que les missiles et les drones tirés par l'Iran étaient dans de nombreux cas d'une précision remarquable. En revanche, le nombre exact de ceux qui ont été interceptés ou abattus reste sujet à débat. Mais ce qui ne fait pas débat, c'est que quel que soit le pourcentage qui est passé, il a bien atteint sa cible. Et c'était une cible critique. Les conséquences pour nous seraient vraiment dures, très coûteuses. Maintenant, ils disent que si on y retourne, ils vont élargir la liste des cibles. Pas seulement dans le Golfe, mais au-delà du Moyen-Orient. Et là, chacun peut interpréter ce que ça veut dire, parce qu'ils n'ont pas été très précis. Ils ont volontairement évité de l'être. En gros, ils disent « Écoutez, on va frapper d'autres pays, on va frapper d'autres cibles dans les mêmes pays. » Et ils ont eu beaucoup de temps pour établir une nouvelle liste d'objectifs. Des choses qu'ils n'avaient pas attaquées la première fois, ils pourraient très bien les viser la deuxième. Vous voyez, notre problème, c'est que si on veut reprendre la guerre, il n'y a qu'un seul type de cible qu'on n'a pas atteinte la première fois. Elles sont enfouies dans une montagne. Même avec nos meilleurs missiles longue portée, les JASSM, les missiles de croisière Tomahawk et certains de ces bombes anti-bunker, leur effet a été très limité sur ces villes de missiles souterraines. La plupart du temps, aucun effet du tout. On a juste frappé les flancs de montagnes en granit, fait trembler un peu les structures, soulevé de la poussière sur quelques lampes à l'intérieur, sans doute. Mais c'est tout. Si on y retourne, tout ce qu'on peut faire, c'est tirer les mêmes munitions sur les mêmes cibles, et on obtiendra le même résultat. Donc, on n'a plus vraiment d'échelon supérieur, à moins que le président Trump n'envisage d'utiliser l'arme nucléaire.
Et ça, c'est encore une autre discussion qu'on aura. Mais même ça ne détruirait pas l'Iran, parce que ces bunkers souterrains sont conçus pour résister à des explosions nucléaires. Donc il y a aussi cet aspect-là. Mais de l'autre côté, l'Iran a encore beaucoup de marge pour élargir sa liste de cibles, et il peut nous infliger bien plus de souffrance. Il y a aussi la question de ces câbles Internet sous-marins qui passent sous le détroit d'Ormuz. S'ils étaient touchés, ce serait une catastrophe pour l'économie mondiale, surtout dans cette région. Ce serait absolument dévastateur, et il faudrait sans doute des années pour tout réparer et s'en remettre. Ils disent que ça aussi c'est menacé. Donc l'Iran a encore beaucoup de cartes militaires à jouer si on retourne à la guerre. On ne peut pas rejouer la même carte qui n'a pas marché la première fois, les amis. Ce serait complètement absurde de revenir en arrière et d'essayer encore ce qui a déjà échoué. C'est un problème de fond, très sérieux. Les montagnes sont impénétrables avec nos armes, et c'est là qu'ils ont leurs missiles longue portée et leurs usines de drones. Tout ce dont ils ont besoin pour continuer leurs opérations se trouve là-bas. Bien sûr, notre blocus cause de gros dégâts à l'intérieur de l'Iran. Il provoque de réelles difficultés pour la population. Le chômage explose. Leur monnaie a été dévaluée à cause de nos actions sur le terrain. Donc oui, ils souffrent, et ce n'est pas anodin, ce n'est pas négligeable. Mais c'est quelque chose qu'ils peuvent supporter, qu'ils peuvent endurer pendant longtemps. Et eux, ils calculent qu'ils peuvent tenir plus longtemps que nous. Parce que, de notre côté, même si les déclarations du président Trump et certaines fuites d'informations ont fait un peu baisser les prix, les réserves stratégiques de pétrole et tous ces autres stocks sont en train de s'épuiser, ou bien ils n'en ont plus. Et là, il y aura une vraie pénurie physique d'approvisionnement. Et on ne peut tout simplement pas faire tourner l'économie si on n'a pas physiquement le pétrole. Et on s'en approche. Je pense que les Iraniens se sont dit, très bien, tu veux aller au bout de cette logique? Tu veux jouer au plus fort? On peut le faire, parce qu'on peut souffrir plus que toi. Ce matin, sur Dropsat News, on a vu passer des informations sur ce que le camp iranien est prêt à aborder, parce qu'ils sont effectivement disposés à discuter. Il y a une raison pour laquelle toutes ces discussions qu'ils ont avec le Pakistan pour essayer d'ouvrir une négociation comportent déjà certains termes. Alors, voyons un peu de quoi il s'agit. Voici ce qui est rapporté jusqu'à présent aujourd'hui. Du côté iranien, leur proposition, ce qu'ils discutent avec le Pakistan, repose sur deux volets. D'abord, mettre fin à la guerre. L'Iran veut une déclaration officielle mettant fin au conflit, la levée du blocus naval américain sur les ports iraniens et la libération des avoirs iraniens gelés, avant d'entamer des négociations plus larges sur le nucléaire. En échange, l'Iran rouvrirait provisoirement le détroit d'Ormuz, suspendrait temporairement les frais de transit et autoriserait la reprise du trafic maritime, le temps qu'un nouveau régime de gouvernance pour Ormuz soit finalisé. L'Iran exige aussi la mise en place d'un mécanisme de compensation financé par les États-Unis et par d'autres pays impliqués dans les attaques contre l'Iran pour indemniser les dommages sur son territoire, ainsi que la fin des attaques israéliennes au Liban. Presque tout ça, c'est ce qu'on appelle des clauses empoisonnées. C'est ce que l'Iran veut vraiment et ce qu'il dit être prêt à accepter pour mettre fin à la guerre, si toutes ces conditions sont réunies. Et ça, c'est seulement la première piste. Il y a énormément de choses là-dedans. Je veux dire d'abord une déclaration officielle mettant fin à la guerre et le fait que les États-Unis devraient lever leur blocus puis libérer les avoirs iraniens gelés. Et bien sûr, pour beaucoup de gens aux États-Unis, ça va faire réagir. Ensuite, ce deuxième point, c'est le plus toxique, parce que c'est exactement ce qu'on a reproché à l'administration Obama, avoir dégelé les avoirs iraniens.
On a toujours présenté ça comme si on avait envoyé des avions remplis d'argent à l'Iran. En réalité, on ne leur a rien donné. On a simplement rendu ce qui leur appartenait déjà. Mais ça, c'est la première étape. Ensuite, on arrive à la deuxième. Elle parle de négociations nucléaires une fois la guerre terminée ou après la fin de la guerre. C'est à ce moment-là qu'on commencerait les négociations sur le nucléaire. Ensuite, ils suspendraient l'enrichissement au-dessus de 3,6% pendant 10 ans. Ils dilueraient, sous supervision, l'uranium enrichi à environ 20% à l'intérieur de l'Iran et ils s'engageraient à ne pas développer d'armes nucléaires. Et ça, pour eux, c'est facile. C'est un geste symbolique. C'est ce qu'ils disent depuis 2003. Mais en même temps, ce sont aussi des clauses empoisonnées, parce que cela signifie qu'ils garderaient la capacité d'enrichir, et même cette limite ne durerait que 10 ans. C'est d'ailleurs l'un des points que l'administration Trump avait vivement critiqué dans l'accord nucléaire d'Obama, cette fameuse clause de 10 ans. Donc oui, c'est aussi une clause empoisonnée. Et en échange, l'Iran veut, comme si ce n'était pas déjà assez, la reconnaissance de son droit à l'enrichissement, le maintien d'un enrichissement limité dans le cadre d'un futur accord et la levée complète des sanctions. À part ça, c'est un super accord. Voilà ce que souhaite la partie iranienne. Alors, quand j'ai dit au début de cette émission que vu la situation, il ne reste pratiquement qu'une seule voie possible, en réalité, il y en a deux. Même avec tout ça, il en reste deux. La première, c'est celle que je continuerai à défendre jusqu'à ce que les bombes recommencent à tomber. C'est le plan du retrait. Simplement, s'en aller. Déclarez la victoire. Dites que tous ces dégâts dont Trump adore parler, toutes ces choses qui se sont produites, les explosions, les morts, les avions, les navires, tout ça, eh bien oui, opération marteau de minuit. Vous pouvez ajouter ça à la liste. Encore une médaille à accrocher à votre chapeau. On s'en est sorti comme ça. On a tout fait sauter. Il leur faudra 2 décennies pour réagir. Et s'ils font quoi que ce soit d'autre, on reviendra les bombarder à nouveau. Peu importe. Dites ce que vous voulez. C'est une possibilité. L'autre, c'est les bombes. Voilà. C'est soit on s'en va, soit on bombarde. Il n'y a pas d'autre option. C'est pour ça que je voulais répéter encore et encore. Il n'y a pas de voie diplomatique possible ici. Parce que voyez-vous, c'est exactement ce que dit le camp iranien. J'ai d'ailleurs eu un échange ce matin avec le professeur Morandi. Attendez, laissez-moi voir s'il a répondu à mon dernier message. Je lui ai demandé, est-ce que l'Iran est prêt à revenir sur quoi que ce soit? Est-ce qu'ils sont disposés à faire preuve de flexibilité sur un point ou un autre? Et il m'a répondu vraiment, il a dit, les Iraniens sont aujourd'hui dans une position plus forte que Trump. Donc ils ne sont pas pressés de conclure un accord. L'équipe de Trump montre un peu de souplesse, mais pas du tout assez pour l'instant. L'Iran est convaincu que s'il y a une guerre, il aura l'avantage. C'est une impasse. Et il pense pouvoir tenir plus longtemps que les États-Unis. L'Iran ne renoncera à aucun des 10 points qu'il a fixés plus tôt. C'est la version de ce qu'on vient de vous montrer. Il pourrait être flexible sur certains détails, par exemple sur la manière de percevoir les droits de passage dans le détroit d'Ormuz sans avoir à le rendre public, et ainsi de suite. Donc, selon lui, c'est ça, la position iranienne. Ce dont parlait le docteur Morandi. Le professeur Morandi, juste avant qu'on prenne l'antenne ici. C'est ce qu'il dit. Alors, avec ça en tête, dans la position de négociation de l'Iran, laissez-moi vous montrer comment les États-Unis voient ces clauses empoisonnées dont je vous ai parlé. Voici Mark Dubowitz, de la Fondation pour la défense des démocraties. C'est une organisation très dure, clairement anti-iranienne, ici aux États-Unis. Il dit que cette proposition est une mauvaise blague. Aucun président américain sérieux, surtout le président Trump, n'accepterait un accord qui ferait paraître le JCPOA brillant en comparaison. Le régime n'a jamais été aussi faible, et
et pourtant son arrogance n'est surpassée que par sa déconnexion totale de la réalité. On peut se demander de qui il parlait dans cette dernière phrase, parce que quand on parle de quelqu'un dont l'arrogance n'est dépassée que par son absence de contact avec la réalité, il faudrait peut-être se regarder dans le miroir, mon ami. Et pour revenir à son autre remarque sur le JCPOA, cet accord ferait presque passer le JCPOA pour un succès éclatant en comparaison. Et sur ce point précis, je suis d'accord avec lui, parce que l'accord que nous avions avec le JCPOA était effectivement remarquable en comparaison. Il limitait l'enrichissement à 3,67%. Il fixait aussi des plafonds sur la quantité qu'il pouvait retraiter et sur ce qu'il pouvait faire avec ce matériau retraité. Ils se sont débarrassés, je crois, de plusieurs centaines de livres de ce qu'ils possédaient avant. Il y avait des inspections très poussées, très intrusives, qui nous permettaient de tout vérifier. Et quand on constatait qu'ils n'étaient plus en conformité, on exerçait des pressions. Ils revenaient alors en conformité, tout simplement. Ils avaient déclaré qu'ils ne voulaient pas d'armes nucléaires. C'était parfait, c'était brillant. Cet accord les aurait empêchés d'en obtenir une, tout simplement. Et même avec les clauses de temporisation, il faut bien comprendre que si nous avions respecté notre part du marché, et si les Iraniens avaient continué à faire ce qu'ils avaient promis pendant toute cette période de 10 ans, au lieu que Trump s'en retire en 2018, alors, quand la date de fin de 2025 serait arrivée, au moment de renégocier, l'accord aurait été renégocié. Il n'y a pratiquement aucune chance, presque impossible, que l'Iran ait dit « Vous savez quoi? On va simplement sortir de cet accord. » Nous allions laisser ces clauses de caducité expirer et agir immédiatement, parce que les dispositions du JCPOA prévoyaient le rétablissement automatique des sanctions. Tout leur serait retombé dessus d'un coup. Toutes ces sanctions dont ils s'étaient habitués à se passer, qui leur permettaient de faire du commerce et d'avoir une économie solide, tout cela leur serait retombé dessus. Et ça aurait tout détruit. Donc, ils ne l'auraient pas fait, parce qu'ils auraient eu une forte motivation à continuer de respecter l'accord. Et ça, c'est quelque chose que des gens comme Mark Dubowitz, Lindsey Graham, Jack Keane, Keith Kellogg ou Donald Trump ne veulent jamais reconnaître. En réalité, Donald Trump ment, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé si ça en blesse certains, mais il affirme que le JCPOA était une voie vers la bombe. C'est absurde au plus haut point. C'est un mensonge, évident dès qu'on l'entend. Cet accord aurait justement empêché cela. Et maintenant, parce que nous nous en sommes retirés, et à cause de ces deux guerres que nous avons menées en moins d'un an, nous nous retrouvons dans une situation où le mieux qu'on puisse espérer, c'est un accord négocié qui reviendrait à une capitulation face à l'Iran. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il faut être honnête, c'est comme ça, tout simplement. Voilà à quoi ressemblerait une fin négociée. Ce serait une capitulation face à l'Iran. Et c'est bien pour ça que ces conditions existent. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune chance que Trump fasse ça. On ne peut pas donner une bonne image d'une telle décision. La seule autre option, c'est de s'en aller, sans accepter aucune de leurs conditions. Donc s'il ne veut pas d'un accord négocié, s'il ne veut pas non plus de la stratégie du retrait, en prétendant que c'est une réussite, alors il ne reste qu'une seule possibilité, relancer les opérations militaires. Et j'espère vraiment qu'il ne le fera pas. J'ai du mal à imaginer qu'il le fasse. Et puis, cette semaine aussi, parmi les choses les plus intéressantes qu'on a apprises, on a eu le colonel Daniel Davis, qui a justement parlé de ce sujet, comment on pourrait résoudre cette situation, et même à qui on parle vraiment. Franchement, il s'est mis tout seul dans une position très difficile et il ne peut s'en prendre qu'à sa grande gueule. C'est lui qui a dit qu'ils devaient abandonner leur uranium enrichi,
que c'était inacceptable, qu'ils devaient ouvrir le détroit d'Ormuz. Eh bien, les Iraniens ont été très clairs là-dessus. Ils n'ont aucune intention d'ouvrir le détroit juste parce qu'ils le veulent. Et ils ne vont pas renoncer à leur souveraineté, ni à leur indépendance, en remettant leur uranium enrichi aux États-Unis ou à qui que ce soit d'autre. Alors, j'ai beaucoup de mal à prendre au sérieux l'idée même qu'on soit en train de leur parler. J'y crois pas une seconde. À Philadelphie, on a un mot de 8 lettres pour ça, mais je préfère ne pas le dire ici. Il ne m'a jamais dit quel était ce mot. Certains d'entre vous de Philadelphie ou qui ont des amis là-bas, vous savez peut-être de quoi il s'agit. Mettez-le dans les commentaires. Peut-être que vous pourrez nous éclairer. Mais il est juste là. À qui est-ce qu'on parle? Au juste. Parce qu'on dirait qu'on parle au Pakistan. Donc il y a apparemment des négociations en cours par l'intermédiaire de tiers, peut-être via le Qatar, et d'autres dont j'ai entendu parler. Peut-être même Oman. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ce sont des informations qui circulent, mais on parle clairement à quelqu'un. Seulement, comment peut-on parler d'un effort sérieux pour mettre fin à une guerre si on ne parle même pas à l'autre camp? Il n'y a même pas de sommet prévu, il n'y a même pas de discussion à ce sujet. C'est évident, on ne peut pas parvenir à une fin négociée si on ne négocie pas avec son adversaire. Envoyer des lettres et des messages dans tous les sens à quelqu'un pour lui dire « tu y es presque », l'accord est presque conclu, c'est n'importe quoi. C'est juste un mensonge pour manipuler les marchés. Mais ça ne mènera certainement pas à la fin d'une guerre, surtout quand on voit la position du camp iranien. Ils discutent activement avec les Pakistanais. Ils aimeraient beaucoup qu'un intermédiaire intervienne pour conclure un accord. Mais on voit bien que les conditions qu'ils posent, celles qu'ils exigent, sont vraiment très dures. Ils ne reculent sur rien. Et encore une fois, tout ça se passe alors qu'ils souffrent énormément. Leur population souffre énormément. J'ai lu pas mal de choses de leur agence de presse officielle, l'ISNA. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ils publient beaucoup de messages en persan à destination de leur population. Ils disent en gros, écoutez, il faut qu'on reste unis. Il faut qu'on économise tout. On a tellement perdu tout ça. Alors, ils essayent vraiment de les atteindre. Il y a d'autres rapports, pas de leur propre agence de presse, mais d'autres agences régionales. Et ça en dit long. Leurs responsables répriment durement leur population. Ils se montrent très cruels avec certains. Ils les poussent à bout en disant « Écoutez, on doit appliquer ces mesures d'austérité parce qu'on va devoir assumer tout ça. » Forcément, les gens sont mécontents et c'est compréhensible. Donc, ce n'est pas une question anodine pour les Iraniens. Mais comme me l'a dit le professeur Morandi ce matin, ils estiment qu'ils peuvent supporter ça plus longtemps que nous. Parce que le président Trump ne peut pas simplement continuer à repousser le problème. Les réserves stratégiques de pétrole s'épuisent. Et déjà, même avec les réserves stratégiques de pétrole, il y a toujours un manque d'approvisionnement physique dans le système. Et on ne peut pas avoir d'activité économique sans la quantité d'énergie nécessaire. Pétrole, gaz, produits dérivés. Et puis, bien sûr, il y a le problème de l'alimentation, dont on n'a pas parlé depuis quelque temps. Celui-là aussi s'aggrave. Ces problèmes s'accumulent jour après jour. Les choses avancent dans ce sens. Oubliez les élections de mi-mandat. Ce n'est pas la principale préoccupation du président Trump. Ce qui nous inquiète, c'est de savoir si l'économie ne va pas commencer à vaciller sérieusement, voire entrer davantage en récession, voire en dépression. Parce que oui, c'est une possibilité réelle. Si on ne règle pas ça rapidement, il sera peut-être déjà trop tard. On n'en sait rien. Personne ne le sait tant que les choses ne se concrétisent pas. Mais les éléments en jeu montrent qu'on est en grand danger. Chaque jour de retard aggrave la situation. Le pire, ce serait de revenir aux affaires militaires, de replonger dans le conflit.
Là, on serait vraiment dans une impasse. Et malheureusement, ce n'est pas la seule chose dont on doit se préoccuper. J'aimerais que ce soit le cas, ce serait déjà assez grave. Mais cette semaine, on a aussi appris autre chose. La guerre qui dure depuis 4 ans et demi entre la Russie et l'Ukraine risque elle aussi de s'étendre, comme l'a expliqué ici Alastair Crooke. On s'appuie sur une sorte d'article 5, l'idée que l'OTAN ne serait jamais attaquée par la Russie parce que la Russie n'oserait jamais faire une chose pareille. On compte là-dessus pour contourner les défenses aériennes russes et frapper directement à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Et maintenant, ça avance étape par étape et ça devient vraiment excessif. En même temps, on entend sans arrêt ce refrain venu d'Europe. La guerre, la guerre, la guerre. Préparez-vous à la guerre avec la Russie. Préparez-vous à la guerre. Les dirigeants allemands disent qu'on pourrait avoir la guerre dès 2027, qu'on pourrait avoir la guerre à tout moment avec la Russie. Mais quand on regarde autour de soi, on voit bien que l'Europe n'a pas la capacité de faire la guerre à la Russie. Elle n'a pas l'argent pour financer une guerre contre la Russie. Elle n'a pas les troupes pour une guerre contre la Russie. Alors pourquoi disent-ils ça? Ils le disent parce qu'ils espèrent provoquer, à travers l'Ukraine, et si on veut, en utilisant les États baltes, une réaction de la Russie contre les pays de l'OTAN. Alors, quand on a diffusé cette émission, une des choses que je lui ai demandé concernait cette dernière partie, qui était vraiment inquiétante. Parce que je me disais, attends, tu viens de dresser tout un tableau expliquant que l'Europe n'a pas la main-d'œuvre, qu'elle n'a pas l'argent, qu'elle n'a pas la capacité industrielle, qu'elle n'a pas les stocks d'armes, ni les stocks de munitions, qu'elle n'a rien de ce qu'il faut pour mener une guerre, quelle qu'elle soit, contre la Russie. Et pourtant, ils essaient de retourner ça, d'en faire un prétexte pour provoquer la Russie afin d'obtenir un conflit. Et j'ai dit, mais comment est-ce possible? C'est illogique, c'est irrationnel, et on pourrait même dire immoral. Et lui m'a répondu, eh bien, parce qu'ils veulent forcer les États-Unis à se réengager. Parce que les États-Unis, le président Trump, disent on va retirer des troupes d'Allemagne. Peut-être même toutes. Peut-être qu'on va abandonner l'OTAN. Je ne sais pas encore. On pourrait envoyer des troupes en Pologne ou en retirer. Il reste très flou là-dessus. Il ne cesse de qualifier l'OTAN de tigre de papier. Il dit « je veux que vous dépensiez plus d'argent. Moi, je vais en dépenser moins. » Voilà, tout ce genre de choses. Il prend ses distances avec l'OTAN. Et ça inquiète beaucoup de monde en Europe, surtout parmi les élites. Alors certains se disent, bon, peut-être que si on fait quelque chose comme ça, on pourrait provoquer un conflit avec la Russie. Et là, les États-Unis seraient obligés d'intervenir. Parce qu'il ne manque pas de faucons à Washington, des gens qui en rêvent presque, et qui en veulent à Donald Trump, rien que pour avoir évoqué l'idée de se retirer un peu de l'OTAN. Eux disent, non, 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 il faut continuer. Les Russes, eux, sont très forts pour jouer le rôle du grand méchant, de l'ours menaçant, ce gros ours dangereux qui fait peur. Et ça permet de garder l'argent qui circule, surtout dans le domaine militaire, et de faire grimper les budgets jusqu'à 1500 milliards de dollars, voire plus. Parce qu'une fois qu'on atteint ce niveau-là, les budgets militaires ne redescendent jamais. Les gens au pouvoir ne disent pas « Bon, ça suffit maintenant ». Non, ça ne fait qu'augmenter, à moins que quelqu'un arrive et dise « D'accord, on va tout remettre à plat, on va faire un vrai reset ». Et ça, c'est un changement radical. Rien de tout ça n'est même à l'horizon. Donc s'ils veulent que tout ce système continue, il leur faut un bon ennemi. Ce qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est, disons, la paix qui s'installe au Moyen-Orient, la paix qui s'installe en Europe. Dans ce cas, on n'aurait plus besoin d'un budget de défense d'1,5 billion de dollars. On n'aurait plus besoin d'autant d'argent, alors on pourrait tout remettre à plat.
Mais ça, ils ne peuvent pas se le permettre. Ils ont donc besoin que les guerres continuent. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Et surtout, je vous invite à revoir l'émission complète. C'est vraiment passionnant. Je crois qu'on en a aussi mis une version dans l'onglet vidéo. Franchement, ça vaut le coup d'y retourner et de la regarder. Mais voilà un peu où on en est. Et c'est pour ça que toute cette situation est si dangereuse. Il y a une autre chose que je veux souligner, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder cette semaine, mais qui est aussi importante. Et ça revient encore à ce fil conducteur qu'on retrouve tout au long de cet épisode. La confiance. Est-ce qu'on peut encore croire les gens aujourd'hui? C'est une chose quand il s'agit de politiciens. Les politiciens, presque par nature, mentent, exagèrent la vérité, sont trompeurs, pas complètement honnêtes ou ne disent qu'une partie de la vérité, et ainsi de suite. C'est quelque chose d'assez normal dans l'histoire. Mais au moins en Amérique, on est censé croire que l'armée dit la vérité, qu'on peut compter sur elle, parce que son intégrité est sans égale. C'était comme ça autrefois. Je vais vous montrer deux choses distinctes. Ce sont des extraits un peu plus longs que d'habitude, mais vous allez comprendre pourquoi. D'abord, l'amiral Brad Cooper, le commandant du Central Command, est venu cette semaine devant le Congrès pour témoigner sur la conduite de la guerre en Iran et répondre à la plupart des questions. Et là, certains membres du Congrès ont soulevé des points essentiels. Ils ont dit « Attendez, d'abord, qu'en est-il de ces jeunes Iraniens tués le premier jour de la guerre? Est-ce qu'on a au moins reconnu notre responsabilité et présenté des excuses ?» Merci. Amiral Cooper, vous avez mentionné dans vos remarques d'ouverture l'engagement de votre commandement à prévenir les atteintes aux civils. J'ai donc deux questions à ce sujet. D'abord, cela fait environ 80 jours depuis la première campagne de bombardement qui a touché l'école de filles à Téhéran, en Iran, et qui a tué, je crois, plus de 150 écolières. Ce qui s'est passé là-bas est assez clair. Mais 80 jours plus tard, nous n'avons toujours pas reconnu notre responsabilité dans cette attaque. On nous répète sans cesse que c'est en cours d'enquête, encore et encore. Par le passé, quand nous avons commis ce genre d'erreurs, elles ont été rapidement reconnues, même si une enquête plus approfondie était ensuite nécessaire pour comprendre comment les éviter. Alors, pouvez-vous à cet instant reconnaître que cette erreur a bien été commise et que nous en portons la responsabilité? C'est quelque chose que nous ne voulions pas faire et que nous ne voulons surtout pas reproduire. Monsieur le député, pour répéter clairement, les États-Unis ne visent pas délibérément, ça c'est dit, point final. Et le peuple iranien n'est pas notre ennemi. Dans ce cas précis, l'adversaire, c'est le corps des gardiens de la révolution islamique. J'ai bien entendu votre déclaration d'ouverture, amiral. Je vous ai posé une question très précise et je suis curieux de connaître votre réponse. L'enquête est toujours en cours. Dès qu'elle sera terminée, je serai heureux d'être aussi transparent que possible. Nous n'allons pas assumer la responsabilité de quelque chose que nous avons, de toute évidence, fait. C'est donc une enquête complexe. L'école elle-même se trouve sur une base active de missiles de croisière du corps des gardiens de la révolution islamique. C'est plus compliqué qu'une frappe ordinaire. Dès que nous aurons terminé, je m'engage pleinement à faire preuve de transparence, compte tenu de votre rôle essentiel de contrôle et de celui des autres membres ici présents. Je veux que vous sachiez que j'ai énormément de respect pour vous et énormément de respect pour le Pentagone, mais je ne fais pas confiance à cette réponse. Ce qu'on a vu de la part du secrétaire à la Défense et son mépris total pour les règles d'engagement ou la protection des civils nous rend méfiants. Et franchement, la barre était tellement basse. Ce membre du Congrès lui avait vraiment facilité la tâche.
Il aurait juste pu dire « Oui, nos preuves, notre première enquête montre clairement qu'on s'est trompé de bâtiment, qu'on l'a frappé et que c'est une perte de vies humaines terrible. Nos pensées vont aux parents de ces enfants, aux conjoints et aux autres proches des enseignants qui ont été tués. C'était une tragédie horrible. » Et ensuite, s'il voulait, il pouvait ajouter quelque chose du genre « Comment ces Iraniens ont-ils pu mettre des écoliers au milieu d'une cible militaire, quelque chose comme ça s'il voulait. Mais non, il a dit « Écoutez, tout ce qu'on lui demandait, et encore une fois, la barre était vraiment très basse, c'était de reconnaître qu'il y a eu des erreurs et de nous assurer que ça ne se reproduira pas. » Il n'est même pas capable de faire ça. Il recommence à dire tout ce truc du genre « On ne vise jamais les civils. » Mais je ne t'ai pas demandé ça. C'est pas la question. Je comprends. C'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas ce que vous êtes censé représenter. Très bien. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Les règles d'engagement, peu importe. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on est au moins prêt à reconnaître notre responsabilité. Et il a refusé de le faire. Maintenant, imaginons que quelqu'un soit en guerre contre nous. Disons que l'Iran soit en guerre contre nous, et que sur une de nos bases militaires qu'ils ont déjà frappées, au lieu de toucher, par exemple, un radar d'1 milliard de dollars, ils se trompent de cible et frappent une école pour les familles de militaires, tuant plusieurs enfants américains. Est-ce qu'on va accepter ça? Du genre, c'est la guerre. Parfois, il y a des erreurs. C'est terrible, mais c'est la guerre. Oui, c'est arrivé sur une base militaire. Et d'ailleurs, on le fait aussi. Je ne sais pas si c'est le cas dans cet exemple précis, mais je sais que sur beaucoup de bases où j'ai été déployé à l'étranger, il y avait des écoles. On avait des endroits pour les enfants, même des crèches. C'était sur la base. Donc il a toujours été possible que quelqu'un, soit volontairement, soit par erreur, se trompe de bâtiment et le frappe. Mais est-ce qu'un jour, et je dis bien un jour, dans n'importe quelle circonstance, on pourrait dire « c'est regrettable que nos enfants aient été tués par l'ennemi. Mais après tout, c'est la guerre. » Mais vous savez, dès qu'ils feront une enquête approfondie, et bien plus tard, quand ils viendront nous expliquer ce qui s'est passé, on dira « eh bien, c'est regrettable. » Je veux dire, nous, on n'attendrait pas 1 heure, mon ami, pas une seule heure. On réagirait tout de suite, on riposterait contre quelqu'un et on lancerait toute une campagne médiatique pour diaboliser l'autre camp, en disant à quel point ils sont mauvais, cruels, qu'ils méritent tous d'être anéantis. Il n'y aurait aucune justification, aucune explication qu'ils pourraient donner. C'est ce qu'on dirait. Et maintenant que c'est nous qui l'avons fait, on n'est même pas capable de franchir la barre la plus basse, celle qui est posée au sol, en disant simplement « oui, c'était une terrible erreur ». Nous n'avons jamais présenté la moindre condoléance à la famille. Rien de ce genre. J'ai vu ça en Afghanistan. À plusieurs reprises, il y a eu de vraies erreurs. Et oui, on a tué des civils. À l'époque, on en a pris la responsabilité. On l'a reconnu publiquement dans certains cas. On a même envoyé des amiraux dans des villages où des gens avaient été tués, alors qu'ils n'auraient jamais dû l'être. Des personnes qu'on croyait être des talibans, mais qui ne l'étaient pas. On faisait ça à ce moment-là. Mais sous la direction actuelle, on n'admet rien et on fait tout. Et si ce que je viens de vous montrer avait été le seul extrait de cet échange, ça aurait déjà été assez grave. Malheureusement, c'est allé un peu plus loin. Pensez-vous qu'il soit jamais approprié pour quelqu'un en position de leadership d'utiliser l'expression « pas de quartier » pour décrire la façon dont nous menons nos opérations en Iran? Monsieur, je pense que c'est tout à fait approprié pour des responsables militaires. Nous respectons le droit des conflits armés et nos responsabilités constitutionnelles. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Et vous seriez d'accord pour dire que « pas de quartier »
ce n'est pas conforme à la loi. Je suis d'accord, c'est notre responsabilité constitutionnelle de respecter la loi. Mais dites-moi, pas de quartier. Est-ce que ça respecte la loi ou pas? Je suis d'accord, nous suivons la loi, monsieur. Mais vous n'allez pas entrer dans les détails, n'est-ce pas? Ils vont en avoir une compréhension vague, un peu générale, et ensuite faire ce qu'ils veulent, sans rendre de compte. Écoutez, les gens font des erreurs. C'est la guerre. Des choses arrivent. Je comprends, d'accord? Et je ne vais pas être aussi sévère que certains. Mais l'arrogance du Pentagone et leur refus total de reconnaître la moindre erreur, c'est exactement la raison pour laquelle on est dans cette impasse sans issue. Quelqu'un, dans cette chaîne de commandement, doit assumer les bêtises qui ont été dites et faites pour qu'on puisse au moins avoir un peu confiance que ça ne se reproduira pas. Encore une fois, la barre était tellement basse. Dites-moi, pas de quartier. C'est contraire à la loi américaine, à la loi militaire américaine, au droit international, aux lois de la guerre. Il suffit juste de le reconnaître et de dire qu'on ne le fera pas. C'est tout ce qu'il avait à dire. Mais à la place, il répétait sans arrêt « Nous suivrons la loi ». D'accord. Et sur ce point précis, vous allez suivre la loi? Nous suivrons la loi. Très bien. Mais dire « pas de quartier », est-ce que ça, c'est suivre la loi? Il suffisait de répondre non. Mais voyez, il ne peut pas. Et je vais vous dire pourquoi il ne peut pas. Parce que c'est un lâche. Il n'y a pas d'autre mot. Je pourrais le dire de bien pire façon, mais pas de manière plus juste. Il a peur de Pete Hegseth et il a peur du président Trump. Et il le sait. Il le sait. L'amiral Cooper sait que s'il avait répondu honnêtement à cette question, avec intégrité, en disant oui, un ordre de pas de quartier viole la loi américaine, et nous ne le suivrons pas. Il sait très bien que dès qu'il se lèvera de cette chaise, son téléphone va sonner. Ce sera Pete Hegseth au bout du fil, en train de lui passer un sacré savon. Et dès qu'il sera de retour au Pentagone, il aura droit à une confrontation en face à face. Il pourrait même être viré dans l'après-midi. Il le sait parfaitement. Et pourtant, il refuse de faire ce qu'il faut sur quelque chose d'aussi simple, d'aussi évident que de reconnaître ce que dit la loi américaine, de dire qu'il s'engage à la respecter et qu'il ne va pas la violer. À la place, il ment une deuxième fois en disant qu'on respectera les lois de la guerre alors qu'il ne le fera pas. Il n'ose même pas dire clairement ce que la loi prévoit. Et il refuse de donner la moindre garantie qu'on ne va pas enfreindre ces règles. Et bien sûr, le secrétaire Hegseth ne le fera pas non plus. On a déjà diffusé cet extrait dans notre émission, celui où il dit « pas de pitié, pas de quartier ». Il le dit même parfois dans ses prières. C'est aussi étrange que tordu, franchement. Et c'est cet homme-là qui dirige notre pays aujourd'hui. Et bien sûr, tout ça est protégé par le président Trump. Voilà où on en est. Il n'y a plus de morale chez nos dirigeants, plus d'intégrité, plus d'honneur, plus d'honnêteté, même envers le peuple américain, envers qui que ce soit. Ce n'est que plus tard, quand tout ça sera terminé, que les gens diront « je vais revenir en arrière et pouvoir faire des entretiens avec des centaines de personnes qui ont participé ». Il n'y en a que quelques-uns pour lesquels on connaît vraiment toute l'ampleur de ce qui se passe. Moi, je ne sais pas. J'ai quelques sources qui ont accès à la Maison-Blanche et à différents endroits du gouvernement, mais honnêtement, ce ne sont pas de gros contacts. Il n'y en a pas tant que ça, de toute façon. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ignore sur ce qui se passe vraiment. Mais ce qu'on sait, sans avoir besoin de sources, c'est que publiquement, on voit un profond changement dans ce qui représentait autrefois le caractère, l'honneur et la morale des États-Unis. Au moins comme idéal. Je ne suis pas naïf au point de croire que c'était réellement le cas, partout, tout le temps. Mais beaucoup d'entre nous, et j'en faisais partie, savaient qu'il y avait, parmi ceux qui portaient l'uniforme, des gens qui aspiraient sincèrement à ces valeurs, qui essayaient,
qui cherchait à les incarner et à les rendre réels. L'intégrité, c'est être honnête, ouvert face au pouvoir, oser le remettre en question, mais rester sincère sur ce qu'on fait et sur ce qu'on cherche à faire, en limitant notre propre pouvoir. Je l'ai vu sur le terrain en combat, donc je sais que ça faisait partie, au moins en partie, du tissu de notre pays. Ça l'a toujours été. Et je sais que ça l'est encore, parce que nous avons encore des contacts, et certains de mes amis sont en lien avec nos troupes aujourd'hui. Et beaucoup d'entre eux, je dirais une large majorité, sont toujours animés par ces valeurs, et ils souffrent de ce qu'ils voient chez leurs dirigeants ici. Mais il y en a trop, dans le grand public, qui applaudissent tout ça, et qui trouvent normal qu'on ne fasse preuve d'aucune pitié. Je vous ai déjà montré cette compilation. Et après qu'on a renversé illégalement le dirigeant du Venezuela et volé leur pétrole, ils s'en sont vantés. Il n'y a pas de loi, pas de droit international. C'est la loi de la jungle. Et nous, on est le lion. Et ils s'en sont tous vantés. Ce sont des politiciens. Ce sont leurs partisans. Donc, c'est un problème qui sera plus difficile de surmonter. Mais il faut être clair sur la nature du problème aujourd'hui. Laissez-moi juste vous dire une chose avant de conclure. Ce n'est pas un simple exercice académique. Ce n'est pas juste une question de dire « on ne devrait pas agir comme ça, on devrait agir autrement ». Il y a des conséquences à agir de cette façon. Quand plus personne ne te fait confiance, plus personne ne t'écoute. Tous ceux d'en face feront tout ce qu'ils peuvent pour te nuire, même ceux qui ne l'auraient pas fait autrement, parce qu'ils ont peur que tu n'aies aucune morale, aucun socle, aucune valeur, à part le pouvoir, et que tu exploiteras tout le monde si tu en as l'occasion. Du coup, eux aussi vont commencer à faire la même chose, pour te contrer, pour limiter ton pouvoir, voire par simple réflexe de défense. C'est là qu'on en est. Et surtout, en ce moment précis, j'ai peur. On enregistre ça un samedi matin. J'ai peur que d'ici à ce que je rentre à mon studio et chez moi dimanche soir, on soit de nouveau en guerre ouverte. Beaucoup d'indices vont dans ce sens. Beaucoup de preuves laissent penser que ce sera le cas. Et comme je l'ai dit au début de l'émission, il n'y a en réalité que 3 options possibles, au moins en théorie. Négocier un accord, se retirer ou passer au bombardement. Oubliez la diplomatie parce qu'il n'y en a pas. On ne mène en fait aucune vraie discussion. Donc c'est soit on se retire, soit on bombarde. Et se retirer semble aujourd'hui la moins probable. Devinez ce qu'il reste. C'est ce qui m'inquiète. Je ne vois pas comment Trump peut s'en sortir sans choisir l'option des bombardements. J'ai hâte de vous retrouver lundi matin depuis mon studio à Washington. À très bientôt. Back from my studio in Washington, D.C. See you then.